1 dans le TD qu'on a fait la semaine dernière, que vous avez tous fait la semaine dernière, vous avez fait ces calculs d'entropie du système et du milieu extérieur. Donc, cette variation d'entropie de l'univers, qui est donc égale à delta S pour le système plus delta S pour le milieu extérieur, eh bien, selon son signe, on sera capable de dire si la transformation est réversible ou idéale, ou irréversible ou réelle. Donc, lorsque la transformation est réversible ou idéale, la variation d'entropie de l'univers est nulle, alors que quand la transformation est irréversible ou réelle, eh bien, la variation d'entropie de l'univers est strictement positive. Donc, on a vraiment besoin de connaître les deux, système plus milieu extérieur, pour être capable de répondre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va vous demander d'interpréter des résultats, on vous demande de faire des calculs d'entropie, puis on vous demande d'interpréter les résultats, eh bien, en ce qui concerne la réversibilité, l'irréversibilité d'une transformation, vous ne pourrez répondre que si vous calculez la variation d'entropie de l'univers. La variation d'entropie du système, elle, peut être positive, négative ou nulle. Elle peut prendre n'importe quel signe. C'est bien celle de l'univers qui ne peut être que strictement supérieure à 0 ou égale à 0. Alors, on n'en a pas parlé en cours, mais vous l'avez vu en TD, cette variation d'entropie du système, ici, son signe va quand même nous donner des informations. Et donc, je ne traiterai pas cette partie parce qu'elle est hors programme, mais vous la trouverez à la fin de mes transparents. Je vous mettrai à disposition les transparents là, cette semaine. Vous verrez que dans les derniers transparents, que je ne traiterai pas, donc, on vous explique la signification microscopique de l'entropie. Eh bien, en faisant cette étude-là, on voit que l'entropie est représentée l'ordre d'un système. Donc, lorsqu'on s'intéresse, qui peut être positif, négatif ou nul, va nous donner des informations sur l'augmentation ou la diminution du désordre au cours de la transformation. Lorsque vous avez une transformation qui conduit à une variation d'entropie positive, ça veut dire qu'au cours de cette transformation, le désordre du système augmente. À l'inverse, si vous avez une variation d'entropie qui est négative, eh bien, ça veut dire qu'au cours de la transformation, le désordre du système diminue. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous reteniez aussi, et on pourra aussi vous demander des interprétations de cette façon. Donc, dès que vous allez aller vers un système qui va tendre, vous partez par exemple d'un état gazeux et vous tendez vers l'état liquide ou vers l'état solide, ou à une réorganisation du système en tout cas, par exemple en rapprochant les molécules. Si vous rapprochez les molécules de gaz, vous allez favoriser les interactions entre ces molécules et donc un certain ordre qui va se mettre en place. Et bien dans ce cas-là, votre variation d'entropie va être négative puisque vous apportez de l'ordre et donc vous diminuez l'entropie du système. Alors, il nous reste à voir un dernier point qui est l'application des deux principes aux machines thermiques. Les machines thermiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont les moteurs. Donc ça, ce sont les machines motrices. Et vous avez les machines réceptrices. Et vous en avez deux catégories. Vous avez les machines réceptrices qui vont vous produire du froid, donc climatiseur ou réfrigérateur, ou les machines réceptrices qui vont vous fournir du chaud. Et donc ça, ce sera les pompes à chaleur. Donc, vous devez savoir appliquer ces deux principes aux machines thermiques. Donc, vous avez une fiche RM, une fiche repère méthodologique qui vous reprend un petit peu l'ensemble de tous les concepts. Je vais vous les résumer ici sur deux transparents. Lorsque vous avez affaire à un moteur, donc à un certain nombre de transformations du système qui conduit à la fourniture de travail, on va représenter le moteur de cette façon-là, de façon très simplifiée. Alors, vous avez déjà étudié des cycles moteurs dans les exercices que vous avez faits. Par exemple, le moteur de Stirling, c'est un des exercices que vous allez traiter. Eh bien, vous avez étudié précisément tout ce que le fluide caloporteur subissait comme transformation. Donc, vous avez de l'isobar, de l'isotherme, vous avez des cycles ici de transformation. Maintenant, on ne s'intéresse plus à l'étude de chacune des étapes du cycle, ce que vous avez fait jusqu'à présent. On va regarder le moteur dans son ensemble et on va regarder le cycle de façon très générale qui, dans le cas d'un moteur, va conduire à un travail négatif, à une quantité de chaleur échangée avec la source froide négative et à une quantité de chaleur échangée avec la source chaude positive.
Et on représente globalement le moteur de cette façon-là. Donc le système, la source chaude, la source froide. Alors, comment est-ce que qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ben, prenez le cas d'un moteur thermique dans un véhicule, par exemple, dans une voiture à essence ou une voiture diesel. Eh bien, vous avez ici de l'air qui rentre avec les gaz de combustion, qui va subir un certain nombre de cycles pour fournir du travail mécanique. D'où vient la chaleur? Elle vient du fait que vous allez brûler du carburant, et donc ce carburant brûlé va vous fournir de la chaleur au système, va chauffer votre système. Donc vous avez bien une quantité de chaleur ici échangée avec la source chaude qui arrive sur le système. Vous fournissez de la chaleur au système. Donc QC, Q chaud, est compté positivement pour le système. À l'inverse, vous allez, si vous mettez votre main à côté d'une voiture qui tourne au ralenti, vous allez voir que votre voiture, elle chauffe. Pourquoi elle chauffe? Parce qu'effectivement, vous rejetez de la chaleur à la source froide. Et cette quantité de chaleur, elle est totalement inutile, elle est perdue. C'est la chaleur fatale, en fait, qui est perdue, qui est rejetée à l'air qui est autour de votre véhicule. Donc, l'air autour de votre véhicule, c'est la source froide qui a une température inférieure et qui donc va récupérer cette chaleur qui est perdue par le système. Donc QF est bien compté négativement puisqu'on la référencie par rapport au système. Et puis votre moteur vous fournit du travail mécanique, donc vous avez bien un W qui est compté négativement par rapport au système. Donc ça, c'est votre schéma simplifié de votre moteur. Alors, on va appliquer les deux principes donc au système qui est ici. Donc le système, il reçoit de la chaleur QC, il évacue de la chaleur QF et il évacue du travail W. Toutes ces grandeurs sont algébriques, mais nous, on va appliquer le premier principe tel qu'on sait le calculer. Delta U égale W plus QC plus QF. W sera négatif, QC sera positif, QF sera négatif. Mais on l'écrit bien évidemment de façon algébrique, de cette façon-là, comme on l'a toujours fait pour n'importe quel système que l'on a étudié. Ça, c'est le premier principe. On va définir le coefficient de performance de cette machine thermique comme étant l'énergie utile sur l'énergie que l'on a payée. Globalement, pour un moteur, l'énergie utile, c'est le travail mécanique. Et l'énergie qu'on a payée, eh bien, c'est ce que nous a fourni la source chaude. Pour une voiture, c'est l'essence qu'on a mis et que l'on a brûlé pour obtenir cette source de chaleur. Alors, on fait attention ici, le coefficient de performance est toujours positif. Donc, soit vous mettez une valeur absolue, soit vous mettez un signe moins, puisque W est compté négativement. Ce sera moins W sur QC. Et donc, si j'applique ici ce premier principe, je vais obtenir cette relation-là. Alors, pourquoi est-ce que j'obtiens ça? Eh bien, parce que, en plus, normalement, ça doit apparaître... Attendez. Oubliez ce qui est écrit là pour l'instant. D'accord? Je l'ai fait afficher un peu trop tôt sur mon transparent. Retenez juste pour l'instant COP égale moins W sur QC. Ensuite, on applique le second principe. Donc, le second principe, eh bien, il va nous amener à calculer la variation d'entropie de l'univers. D'après ce que l'on a dit, en fait, la variation d'entropie nous sert à ça, déterminer comment va fonctionner le moteur. Est-ce qu'il fonctionne de façon réelle ou de façon idéale? Donc, si on considère le système et les deux sources chaudes et froides, on a globalement considéré un ensemble qui est isolé par rapport à tout milieu extérieur qui pourrait être autour. Donc, on peut considérer ici que l'ensemble système source chaude plus source froide constitue un univers, puisqu'on va s'intéresser qu'aux échanges qui existent entre ces différentes entités. Donc, le delta S de ce que l'on va appeler l'univers ici, ça sera la variation d'entropie du système, plus celle de la source chaude, plus celle de la source froide, qui sont des sources de chaleur. On va appliquer le fait que U et S sont des fonctions d'état et que le système ici subit des cycles. Donc, s'il subit des cycles, delta U est égal à 0, delta U total, et delta S sigma total est aussi égal à 0. Et donc, c'est grâce à cette relation ici, delta U égale 0, parce qu'on a un fonctionnement cyclique, que l'on peut en déduire que le coefficient de performance est égal à 1 plus QF plus QC, puisque je vais écrire que ça est égal à 0. Donc, W est égal à moins QF, moins QC. C'est pour ça que je l'avais écrit un petit peu trop tôt sur mon transparent. On continue la réflexion.
les quantités de chaleur QC et QF sont référencées par rapport au système sigma. Donc, si je calcule la variation d'entropie de la source chaude, je sais que c'est égal à la quantité de chaleur échangée par la source chaude divisée par la température de la source chaude. Mais sauf que la quantité de chaleur échangée par la source chaude, eh bien, c'est égal à moins QC, puisque QC est référencé par rapport au système. Donc, la quantité de chaleur de ma source chaude sigma C est égale à moins QC sur TC. De la même façon, si je regarde la variation d'entropie de la source froide, c'est la quantité de chaleur échangée par la source froide divisée par la température de la source froide. Or, la quantité de chaleur échangée par la source froide est égale à l'opposé de QF, puisque QF est référencé par rapport au système. Donc, delta S de sigma F sera aussi égal à moins QF sur TF. Donc, si je combine tout ça, et si je pars de l'hypothèse que ma machine thermique travaille en fonctionnement idéal ou réversible, je vais écrire en plus que delta S de l'unitaire est égal à 0. Et bien, dans ce cas-là, oui, je vous réponds juste après, en combinant tout ça, eh bien, on arrive au fait que delta S sigma est égal à 0 ici, delta S sigma C est égal à moins QC sur TC, delta S sigma F est égal à moins QF sur TF. Donc, globalement, j'ai moins QC sur TC, moins QF sur TF, qui est égal à 0. Oui, vous aviez une question. Pourquoi est-ce qu'il y a un signe négatif pour l'entropie de la source chaude et aussi de la source froide? Eh bien, pour exactement la même raison dans les deux cas, c'est qu'en fait, vous référencez QC et QF par rapport au système. Alors que quand vous allez calculer la variation d'entropie de l'une des sources, il faut que vous référenciez la chaleur par rapport à elle. Donc, du coup, vous avez forcément un signe moins dans les deux cas. Quel que soit le signe de QC et de QF, en fait, vous avez un signe moins si vous changez la référence. Ah, parce que QF, elle, c'est référencée par rapport à la source froide. Alors, dans tous les cas, quand vous dessinez votre machine de cette façon-là, vous référencez QC, QF et W par rapport au système. Et quand vous appliquez les deux principes, vous les appliquez au système. D'accord? Par contre, si vous avez référencé QF ici, mettons que vous ayez QF qui vaille moins 2 joules. OK? Négatif, vous rejetez 2 joules vers le milieu extérieur. Donc QF est bien négatif, mais si vous regardez la variation d'entropie de la source froide, elle a reçu 2 joules. Donc elle a reçu quelque chose de positif. Donc sa variation d'entropie, c'est bien 2 joules divisé par la température, alors que c'était moins de joules pour le système. Donc c'est bien moins. Ok, d'accord, merci. C'est bon ou pas? Oui. Alors, donc on a cette relation en plus. Oui, allez-y. Du coup, c'était moins QF, mais en sachant que QF est négatif, c'est ça? Oui. Donc ça sera positif. Donc delta S de sigma F est positif. D'accord, c'est pour ça. Ok, merci. Là, il faut bien faire attention, on est toujours en algébrique. Hein. Alors, du coup, on a ces deux relations. On a le coefficient de performance qui est égal à 1 plus QF sur QC, et on a aussi une relation entre QF et QC ici. Donc, on va combiner ces deux relations-là pour obtenir une relation générale sur le coefficient de performance idéal ou réversible qui est égal à 1 moins TF sur TC. Et donc ça, c'est un fonctionnement de n'importe quel moteur. N'importe quel moteur fonctionnant de façon réversible verra son coefficient de performance calculé de cette façon-là. Alors, vous ne devez pas apprendre par cœur cette relation. Vous voyez qu'elle n'est pas en rouge ici. Vous devez savoir la retrouver. C'est-à-dire que vous devez savoir appliquer ces deux principes à une machine thermique motrice pour retrouver cette expression de coefficient de performance idéal. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose. On a déjà vu ce coefficient de performance idéal sous cette forme-là. Est-ce que vous vous souvenez quand? Avec le cycle de Carnot? Oui, avec le cycle de Carnot. Mais quand on l'avait démontré dans le cycle de Carnot, on était sur un exemple très particulier où on avait alternance adiabatique, isotherme, adiabatique, isotherme. On était sur un cycle très particulier. Alors que là, je l'ai démontré pour n'importe quel cycle, quel qu'il soit. Donc, en fait, le moteur de Carnot, c'était un cas particulier d'une machine idéale, mais
ça permet de poser les bases en fait, sur un exemple, mais en fait, cet exemple, on peut l'étendre à n'importe quel type de moteur qui fonctionnera de façon idéale. Et donc, vous voyez qu'un coefficient de performance pour un fonctionnement idéal ne dépend que des températures de la source chaude et de la source froide. Et que plus on va augmenter la température de la source chaude, eh bien, plus on aura un coefficient de performance élevé, ou diminuer la température de la source froide. Plus on aura un coefficient de performance élevé. Madame. Non, c'est l'inverse, pardon. Plus on va diminuer la température, excusez-moi, je dis une bêtise. Plus on va diminuer la température, je me perds. Plus on va diminuer la température de la source froide, plus ça, oui, c'est ça. Il faut diminuer la température de la source chaude et augmenter celle de la source froide pour tendre vers l'idéalité. Oui, pardon. Oui, excusez-moi, je vous avais coupé. C'était juste pour savoir comment on a fait pour retrouver que moins QC sur TC, moins QF sur TF est égal à 0, parce que ça ne savait pas plutôt. Comment on sait que ça vaut 0? Alors, on est juste repartir d'ici. Delta S sigma est nul, puisque ça fonctionne de façon cyclique. Et j'ai remplacé, donc delta S univers, si on est idéal, c'est égal à 0. Et ensuite, j'ai remplacé ces deux expressions-là par ces deux-là. Ah, d'accord, c'est parce que delta S du système est égal à 0, alors du coup. Oui, oui, delta S du système est égal à 0. Alors, ce qu'on vous demande de savoir faire, c'est cette démonstration-là, mais surtout de bien poser les bonnes hypothèses au bon endroit. Donc, delta S de sigma est égal à 0 parce que c'est un fonctionnement cyclique. Et delta S de l'univers est égal à 0 parce que c'est un fonctionnement idéal. Donc, il faut bien écrire les bonnes hypothèses au bon endroit. Okay, alors, ça c'était pour un moteur. On va le faire maintenant, on va aller même un petit peu plus vite. On va le faire pour une machine réceptrice maintenant. Qu'est-ce qui va changer pour une... Oui. Excusez-moi, je vous ai coupé. Juste, j'ai une question. Le COP idéal, on le retrouve à partir de son expression avec les températures, on le retrouve à partir de la ligne d'au-dessus? De ça et ça. Ok, oui. Ok, d'accord. Merci. Donc, on va faire la même chose maintenant avec une machine réceptrice. Alors, qu'est-ce qui change pour une machine réceptrice, que ce soit pour un réfrigérateur ou un climatiseur? Notre système est toujours là, il fonctionne toujours avec une source chaude, une source froide. Simplement, cette fois-ci, ce système récepteur, il va donc recevoir du travail. Donc, W est compté positivement. Donc, il reçoit du travail. Quelle est son utilité? Un réfrigérateur ou un climatiseur, son utilité, c'est de refroidir une source froide. C'est donc d'extraire de la chaleur à une source froide. Et ça, c'est son utilité. Et inévitablement, si on veut faire ça, eh bien, il va rejeter de la chaleur à la source chaude. Donc, typiquement, source froide intérieure d'un frigo ou d'un congélateur, vous retirez de la chaleur pour continuer à refroidir l'intérieur du réfrigérateur. Et si vous mettez votre main au dos de votre réfrigérateur, c'est-à-dire vous êtes dans la pièce, qui est donc la source chaude, et vous allez voir que ça chauffe, parce que vous rejetez de la chaleur à la source chaude. Okay, c'est ça l'intérêt d'un réfrigérateur ou d'un climatiseur. Quand c'est un climatiseur, vous avez l'intérieur de votre maison que vous voulez refroidir, qui doit être plus froid que le milieu extérieur, et votre source chaude, c'est votre milieu extérieur. Donc, utiliser des climatiseurs, outre le fait que ça consomme de l'énergie en été, en plus, ça réchauffe l'air extérieur. Donc, il faut se poser la question de l'utilité et de l'intérêt d'utiliser des climatiseurs, puisqu'on amplifie le problème, en fait, parce qu'on réchauffe la source chaude. Alors, on va appliquer les deux principes exactement de la même manière. Donc, c'est pour ça que je vais très vite. Delta U, ici, c'est la même chose. Les lignes ici sont absolument totalement identiques. Hein. J'ai simplement changé les signes qui sont là, mais comme je raisonne de façon algébrique, c'est ce qu'on a vu, quoi qu'il arrive, la variation d'entropie de la source chaude, ce sera toujours moins QC sur TC, et la variation d'entropie de la source froide, ce sera toujours moins QF sur TF. Pourquoi? Simplement parce que QF et QC sont référencés par rapport au système, et pas par rapport à la source chaude ou à la source froide. Donc, sur cette partie-là ici, c'est totalement identique à ce que j'ai écrit tout à l'heure. Ce qui change, c'est la définition du coefficient de performance. Puisque là, c'est toujours ce qui m'intéresse sur ce que je paye. Qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, il m'intéresse de refroidir la source froide. Donc, c'est QF qui m'intéresse. Et qu'est-ce que je paye? Eh bien, le travail qui me permet de faire fonctionner le compresseur.
Donc, j'ai ici du travail de compression. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce travail de compression? Eh bien, c'est tout simplement un moteur électrique qui va vous permettre de faire fonctionner le compresseur. Et donc, en appliquant le premier principe et en disant que delta U est égal à 0 parce que mon système fonctionne sous forme de cycle, eh bien, j'obtiens une expression du coefficient de performance égale à moins QF sur QC plus QF. J'ai juste écrit que ça, c'était égal à 0. Oui. Alors, on est sûr de refroidir la source froide. C'est le principe de fonctionnement de votre machine thermique. Vous refroidirez la source froide en fonctionnement récepteur. Oui. Alors, donc maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais dire si je suis en fonctionnement idéal ou réversible, delta S de l'univers est égal à 0. Donc, j'ai exactement la même relation que tout à l'heure. Hein. Ça ne change pas. D'accord? Simplement, je vais combiner les deux ici. Et donc, en combinant les deux, j'obtiens une expression de mon coefficient de performance idéal qui est égal à TF sur TC moins TF. Donc, à nouveau, on a un coefficient de performance idéal qui ne dépend que des températures de la source chaude et de la source froide. Il ne dépend absolument pas du fluide que vous mettez là-dedans. Il ne dépend que des températures qui sont ici. En fonctionnement idéal, bien sûr. Hein. En fonctionnement réel, ce n'est pas la même chose. Alors là, je vais regarder un fonctionnement réfrigérateur ou climatiseur. Maintenant, si je veux regarder un fonctionnement pompe à chaleur, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sert à quoi une pompe à chaleur? À chauffer? Ça sert à chauffer, en utilisant aussi une source froide. Donc, la pompe à chaleur, elle vous sert à chauffer la source chaude en utilisant une source froide. Et évidemment, on aura besoin d'un peu de travail pour faire fonctionner tout ça. Donc, pour une pompe à chaleur, le schéma de fonctionnement est identique. Même signe, exactement pareil. Rien qui change. Donc, tout ce que j'ai écrit là, c'est exactement la même chose. Par contre, ce qui va changer, c'est ce qui nous intéresse. Cette fois-ci, ce qui nous intéresse dans la pompe à chaleur, c'est QC. Ça n'est plus QF. QF va être, on va effectivement refroidir une source froide, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, cette fois-ci, c'est QC qui nous intéresse. Donc, le coefficient de performance, cette fois-ci, c'est moins QC sur W. Alors, je mets un signe moins ici parce que QC est négatif. Donc, c'est QC sur QC plus QF. Et donc, quand je combine les deux, mon coefficient de performance idéal pour la pompe à chaleur, c'est TC sur TC moins TF. Donc, une fois que vous avez compris comment on écrit ces équations-là, vous savez l'appliquer à n'importe quelle machine thermique. C'est toujours la même chose. Ce qui va différencier en fait les machines thermiques, c'est la définition du COP. Et puis évidemment les signes ici. Donc vous devez être capable d'appliquer les bons signes. Mais globalement, le raisonnement est toujours le même. Donc n'apprenez pas ces expressions-là du coefficient de performance idéal. Sachez les retrouver. De toute façon, on vous demandera de savoir les retrouver. On ne vous les demandera jamais par cœur. Alors, on peut aller un petit peu plus loin et définir aussi ce qu'on appelle un rendement thermodynamique. Je ne l'ai pas mis sur mes transparents là, mais vous le trouverez dans le poly. Ce qu'on appelle le rendement thermodynamique, eh bien, c'est la différence entre un comportement idéal et un comportement irréversible. Pardon. Donc, on peut définir aussi un rendement thermodynamique comme étant le rapport d'un coefficient de performance réel sur un coefficient de performance idéal. Donc, l'idéal, vous savez toujours le calculer de cette façon-là. Le réel, eh bien, en général, on vous le donne parce que là, vous n'avez pas de moyen de calculer le coefficient de performance réel. Alors, pour terminer cette application aux machines thermiques, je vous avais demandé de reprendre l'exemple qui avait été traité en diaporama commenté lors du premier principe, du chapitre sur le premier principe, qui était le détail du cycle du fonctionnement d'un réfrigérateur. Donc, je ne l'avais pas traité en cours, mais il vous est détaillé il vous est présenté en détail via un diaporama commenté. Et je vous avais demandé de le travailler. Donc, dans ce calcul que l'on avait fait donc, au cours du chapitre 3, on avait considéré que la compression ici, donc le travail de compression ici, était amené de façon réversible. Et on avait calculé avec toutes les données du problème un coefficient de performance égal à 4,7.
Si maintenant, en regardant les différentes températures, source chaude ici, source froide ici, eh bien, je vais pouvoir... pardon, excusez-moi. Il y avait... je vais trop vite. Vous aviez également un deuxième cas traité dans cet exercice où on considérait que la compression ici était irréversible, elle était brutale. Et dans ce cas-là, on avait calculé un coefficient de performance égal à 1,7, donc beaucoup plus faible. Donc on voit qu'entre un fonctionnement réversible et irréversible, on a une baisse du coefficient de performance. Maintenant, si je fais le calcul du coefficient de performance idéal dans cet exemple-là, où TC était égal à 283 Kelvin et TF était égal à 240 Kelvin, eh bien, j'obtiens un coefficient de performance idéal qui est égal à 5,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, dans ce cas-là, où j'avais considéré une compression isotherme, eh bien, je n'étais pas totalement réversible, puisque je ne suis pas au coefficient de performance maximum. Alors, d'où venaient ces sources d'irréversibilité dans ce cas-là? Eh bien, en fait, on a des sources d'irréversibilité dans le détendeur ici. On en a également dans l'étape de réchauffement isobar qui font que dans les deux cas, en fait, on n'est pas réversible. Et ça, c'est le calcul du coefficient de performance idéal qui nous le dit, puisqu'il est plus élevé que ce que l'on a obtenu dans les deux cas qui sont ici. Donc, ce coefficient de performance idéal, on n'y arrive jamais. En fait, on ne sait pas faire une machine qui fonctionne de façon totalement réversible. Par contre, ça nous donne un point d'objectif, en fait, de façon à aller vers l'efficacité maximum de notre machine thermique. Voilà, je m'arrête là. Je pourrais répondre à vos questions complémentaires à la fin du cours, mais je voudrais quand même passer les 15 prochaines minutes à faire l'introduction sur la thermochimie, de façon à ce qu'on puisse avancer. Donc, toute cette partie-là sur la signification microscopique de l'entropie, elle n'est pas au programme, mais on l'a traitée il y a quelques années, donc je l'ai laissé sur mes transparents, c'est intéressant. Et donc, vous pouvez regarder si ça vous intéresse, les transparents, je vous les mettrai à disposition sur Moodle dans la semaine. Alors, je vais arrêter de partager cet écran-là, et puis je vais partager celui sur l'autre diaporama, et on pourra revenir si vous avez des questions en fin de séance. Alors, donc, ce dernier chapitre sur la thermochimie, on va faire un petit bout aujourd'hui. On fera 2 séances complètes et j'aurai sans doute pas tout à fait terminé, donc je ferai aussi un tout petit bout de cours juste avant, lors de notre dernière séance qui aura lieu, je ne sais plus à quelle date, fin mai, où on fera aussi notre dernier QCM d'amphi. Voilà, donc globalement, il y a 2 séances et demie à peu près sur cette partie thermochimie. Alors, qu'est-ce que c'est que la thermochimie? Eh bien, c'est tout simplement l'application des principes de la thermodynamique qu'on vient de voir sur des systèmes physiques à des systèmes chimiques. Comment, quelles informations nous apporte la thermodynamique autour d'une réaction chimique? Et en particulier, on va le voir très vite sur un exemple juste après, par exemple dans un moteur thermique, qu'est-ce qui fait qu'une combustion dans un moteur thermique nous libère de la chaleur, nous permet d'avoir ce QC qui vient de la source chaude dans un moteur? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est ça qu'on va essayer de comprendre et de quantifier dans ce dernier chapitre. Donc, bien évidemment, qui dit thermochimie dit réaction chimique, donc dit de savoir écrire une équation bilan d'une réaction chimique, en particulier d'une réaction de combustion. On va beaucoup se focaliser autour des réactions de combustion, être capable de faire le tableau d'avancement associé et de calculer l'avancement maximal. Donc ça, c'est toutes des choses que vous avez déjà pratiquées au lycée, que vous avez pratiquées en travaux pratiques de chimie. Donc on va aller très vite là-dessus. Normalement, en général, ça ne vous pose pas de problème. Vous serez amené ensuite à associer la chaleur d'une réaction chimique à la variation des fonctions d'état delta U ou delta H en fonction des conditions expérimentales, de comprendre la nécessité d'introduire des grandeurs de réaction, et on va manipuler donc des variations d'énergie interne et d'enthalpie comme on l'a fait précédemment, mais on rajoutera ici un petit R qui voudra dire enthalpie de réaction, grandeur de réaction, on verra ce que ça veut dire. Savoir calculer ce que l'on appelle des variations d'enthalpie et d'entropie standard, vous voyez le petit zéro qui est ici, donc ça a une signification, ce petit zéro, on verra ce que c'est, en particulier à partir des tables thermodynamiques.
Connaître le principe d'une mesure calorimétrique. Donc ça, vous êtes en train de le faire en travaux pratiques en ce moment, puisque vous faites des mesures de calorimétrie dans un calorimètre en ce moment. Donc on l'utilisera aussi pour les réactions chimiques. Et exploiter ces mesures calorimétriques. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? On va reprendre un exemple aussi qu'on a traité en cours. On avait traité un cycle d'une turbine à combustion dans une centrale combinée gaz. On s'était intéressé ici à cette partie-là du fonctionnement. Et c'est grâce à l'étude de cette partie-là que l'on avait introduit la loi de Laplace, puisqu'on avait ici regardé des transformations adiabatiques réversibles. Et c'est comme ça qu'on était arrivé au PV puissance gamma égale constante. Mais on ne s'était pas préoccupé de savoir comment cette quantité de chaleur qui venait de la source chaude était transmise au système. Pourquoi est-ce que la combustion permet d'obtenir cette quantité de chaleur? Donc c'est là-dessus qu'on va se focaliser maintenant. L'objectif du cours, c'est de calculer la quantité de chaleur dégagée par la réaction de combustion. Ici, c'était du gaz naturel. Comment est-ce qu'on peut la déterminer? En gros, à quoi ça va nous servir? Ça va servir à déterminer quelle quantité de gaz naturel je dois brûler pour sortir une certaine puissance électrique en sortie de centrale. En gros, c'est ça la question. Alors, on va faire quelques petits rappels sur la notion de combustion. Vous avez une fiche, la fiche O15 là-dessus, donc je vous invite à la regarder en détail parce qu'on partira du principe que vous savez travailler sur une réaction de combustion. Donc, ce terme de combustion, il traduit l'oxydation complète d'une substance organique, qu'on appelle le combustible, en présence d'un comburant. Très, très souvent, le comburant, ce sera du dioxygène gazeux. Mais dans certains cas, ça pourra être autre chose et on vous dira ce que c'est dans ce cas-là. Une réaction de combustion entraîne toujours un dégagement d'énergie important sous forme de chaleur. On dit que cette réaction est exothermique, elle dégage de la chaleur. Alors, il n'y a pas que les réactions de combustion qui dégagent de la chaleur, hein. Il y a d'autres types de réactions qui dégagent de la chaleur, mais vous avez aussi des réactions chimiques qui, au contraire, nécessitent de la chaleur et qui donc vont avoir une quantité de chaleur qu'on doit apporter au système pour que la réaction puisse avoir lieu. Et dans ce cas-là, on parlera de réaction endothermique. On y reviendra juste après. Alors, si on s'intéresse à notre exemple ici de combustion du gaz naturel, les réactions de combustion, vous en trouvez quand même dans à peu près la moitié de l'énergie qui permet d'obtenir globalement, qui permet de satisfaire la consommation énergétique française en 2015. Si vous regardez ici, toute cette partie-là du graphique, à peu près la moitié, correspond à la demande en énergie primaire consommée en France. Donc vous avez le pétrole, bien sûr, le gaz naturel, la filière bois énergie, le charbon, mais vous avez aussi les agrocarburants et vous avez aussi les filières associées aux déchets qui vont aussi être basées sur des réactions de combustion. Donc ces combustibles, ce sont des composés organiques qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, quasiment tout le temps, parfois également de l'azote et parfois également du soufre. Le comburant, c'est en général du dioxygène gazeux, ce qui fait que vous allez obtenir une oxydation de chacun des éléments constituant le combustible. Donc, oxydation du carbone pour avoir du CO2. Dans certains cas, mais là, on vous le précisera, vous pourriez obtenir du monoxyde de carbone. En combustion incomplète, on a du monoxyde de carbone, mais là, on vous le préciserait dans l'exercice. Oxydation de l'hydrogène, ça vous donne de l'eau. Oxydation de l'azote, ça vous donne ce qu'on appelle les NOx, donc les oxydes d'azote, et les oxydes de soufre, ici, si vous avez du soufre dans votre combustible. Ça, ce sont les produits de la réaction. Alors, relativement souvent, la combustion ne se fait pas en dioxygène gazeux, mais elle se fait dans l'air, c'est-à-dire que vous avez un mélange de dioxygène et de diazote. Le diazote ne réagit pas, c'est un réactif spectateur. Par contre, sa présence va avoir des conséquences sur les quantités de chaleur que vous allez pouvoir utiliser à la sortie de votre dispositif. Donc, gardez bien en tête que c'est bien le dioxygène qui joue le rôle de comburant, mais quand il y a du diazote avec lui, ça a des conséquences, en particulier sur les températures que l'on va pouvoir obtenir. Il est possible également de faire des combustions avec du dichlore. Et donc, dans ce cas, vous aurez HCl dans les produits de la réaction. Mais on vous le précisera dans l'énoncé dans ce cas-là. Si on ne vous précise rien, vous faites une combustion en présence de dioxygène. Alors, l'étude des réactions de combustion, comment est-ce qu'on va les faire? Et c'est vrai pour n'importe quelle réaction chimique.
faut d'abord identifier les réactifs et les produits, puisque les réactifs, ça sera l'état initial de notre système, et les produits, ça sera l'état final de notre système. Il faut bien qu'on reparte des grands principes de la thermodynamique que l'on a étudiés jusqu'à présent et des habitudes que l'on a prises pour étudier les transformations. On définit l'état initial, on définit l'état final. Donc, on définit l'état des réactifs et l'état des produits, en particulier leur état physique. Est-ce que c'est solide, liquide ou gaz? Pour les solides, dans certains cas, on sera même obligé de préciser leur état cristallin, puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'on va avoir un changement d'état physique, on a de l'énergie qui est associée. On l'a étudié quand on a fait les changements d'état. Il faudra qu'on équilibre la réaction en considérant la conservation de la matière et éventuellement, dans certains cas, quand on aura des ions, la conservation de la charge. Alors, dans le cas du gaz naturel, voilà quelle est la composition du gaz naturel dans la chambre qui va être brûlé dans la chambre de combustion de notre exemple. Vous voyez que vous avez du méthane, de l'éthane, propane, butane, diazote, dioxyde de carbone, sulfure d'hydrogène. Ça fait déjà pas mal de choses ici. Mais vous voyez que à 95%, alors ça dépend des gisements hein, aussi. Vous avez ici différents gisements en mer du Nord, en France, en Russie, Algérie, Pays-Bas. Vous voyez quand même que la teneur en méthane est relativement élevée hein, dans tous les cas. Donc très souvent, on associe la combustion du gaz naturel à la combustion du méthane. C'est ce qu'on va faire nous. Hein. On va considérer qu'on brûle du méthane. Donc voilà la réaction équilibrée de combustion du méthane. Le méthane, il est gazeux. Le dioxygène est gazeux. Le dioxyde de carbone est aussi gazeux. En revanche, l'eau peut être liquide ou vapeur dans les températures que l'on étudie. Donc, du coup, pour l'instant, on ne sait pas. On va le laisser comme ça. On verra qu'à un moment, il faudra que ce soit précis. Pour l'instant, on ne sait pas. Et puis, globalement, cette réaction est équilibrée. Alors, si je fais un tableau d'avancement, si j'ai N1 mol de méthane et N2 mol de dioxygène, au départ, j'ai ni dioxyde de carbone ni eau, et bien voilà le tableau d'avancement. Ça, je pense que ça ne pose pas de difficulté, vous savez faire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le reprendre. On n'est pas forcément dans les conditions stoichiométriques au départ. On a N1 et N2, mais on n'a pas forcément N1 égale 2N2, on n'est pas forcément stoichiométrique. Donc, c'est l'expérimentateur qui va fixer le nombre de moles qu'il aura au départ. Par contre, une réaction de combustion sera toujours une réaction totale. C'est-à-dire qu'elle s'arrêtera au moment où l'un des deux réactifs ici a disparu. Soit le combustible, soit le comburant. Mais en tout cas, elle ira jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle s'arrêtera quand vous aurez 0 ici, ou 0 là, ou des deux côtés, ou pour les deux, si vous êtes en conditions stoichiométriques. Alors, si on prend un premier exemple avec 1 mol de méthane et 10 mols de dioxygène, eh bien, on voit que c'est le méthane qui est le réactif limitant. Et donc, dans ce cas-là, à l'état final, on n'aura plus de méthane et il nous restera 8 mols de dioxygène. Et on aura formé 1 mol de CO2 et 2 mols d'eau. Alors, attention, dans certains exercices, en particulier dans celui-là, vous le trouverez en exercice complètement corrigé sur Moodle. On vous donne des fois les proportions, non pas en nombre de moles, on vous donne proportion massique. C'était le cas ici, c'est la masse de l'air sur la masse de méthane. Donc là, il faut faire attention, il faut faire une conversion, hein, puisque la réaction, vous l'équilibrez bien. Ici, vous faites bien votre tableau d'avancement avec des nombres de moles et pas des masses. Donc, il faut bien penser à repasser par les masses molaires pour avoir des rapports de nombre de moles. Alors, si je prends autre exemple, 20 mols de méthane et 2 mols de dioxygène. Cette fois-ci, c'est le dioxygène qui est réactif limitant. Il me restera 19 mols de méthane et j'aurai toujours formé 1 mol de CO2 et 2 mols d'eau dans ce cas-là. Alors ça, je vais passer. Je voudrais vous poser quelques petites questions avant de terminer ici cette introduction. Je vais préciser ici, donc c'est toujours la même réaction de combustion, hein, et j'ai précisé ici que l'eau était à l'état vapeur. Et on vous dit, à 298 Kelvin, la combustion d'1 mol de méthane libère environ 800 kJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ici plusieurs possibilités. Donc, je vous laisse faire comme d'habitude, me répondre par le chat à cette question. Allez-y, hein.
qui répondent. Alors, je vois pas mal de 3. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous qui a répondu 3 pourrait nous expliquer pourquoi? Pour moi, en fait, comme c'est une libération, enfin, le méthane, il va libérer, Oui. il va perdre. Alors, il perd quoi? Il perd environ ses 800 kilojoules. Oui. Donc, pour moi, c'est la 3. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire dans la 3, il perd les 800 kilojoules? Le signe moins. Le signe moins, on est d'accord? Si cette combustion libère de l'énergie, ça veut dire que le système libère de l'énergie et donc on a une énergie qui est comptée négativement. Donc, ça pourrait être 2 ou 3, puisqu'on a un signe moins uniquement sur 2 ou 3. Alors, pourquoi avoir choisi 3 plutôt que 2 ? Parce que U, c'est l'énergie interne d'un système, et donc s'il la libère, enfin, ça reste quand même de l'énergie, alors que H, c'est U plus PV, et donc c'est pas forcément de l'énergie, si. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait préciser ça? Je suis d'accord avec vous. H, c'est U plus PV, et U, c'est de l'énergie. Du coup, H, vous le mesurez dans quelle unité? Quelqu'un a une idée? Pour que ce soit homogène, ça doit être des joules aussi, non? Ah bah oui, c'est sûr. Si vous écrivez que H égale U plus PV, forcément, U étant des joules, PV, c'est forcément des joules. Et heureusement, oui, c'en est. Hein. C'est des joules. Donc H, c'est aussi une énergie. On est bien d'accord. Quand on dit la combustion d'une mole de métal libère environ 800 kilojoules, de quel type d'énergie on parle? La chaleur? De la chaleur. Donc, on libère une chaleur égale à 800 kilojoules. Donc, quelle question doit-on se poser? On doit se poser la question, est-ce que Q, puisque c'est une quantité de chaleur, est égale à delta H ou Q est égal à delta U? On est d'accord? Pour répondre entre le 2 et le 3. On a déjà répondu à cette question. Ça dépend de la réaction. Alors, ça dépend de quoi dans la réaction? Si c'est monobar ou pas? Pas tous en même temps. Allez-y, Lucas. Ah, pardon, si elle est à pression constante ou à volume constant? Oui, ça dépend si la réaction se fait à pression constante ou à volume constant. Ça, c'est vrai, quelle que soit la transformation, donc en particulier pour une réaction chimique. Donc, en fait, à ce stade, les deux sont possibles. Alors, c'est bien un signe moins parce que la réaction de combustion est exothermique, mais par contre, si on est en condition monobar, à ce moment-là, ça sera la réponse 2, puisqu'on aura delta H égale Q en condition monobar, QP. Si on est en condition isochore, eh bien, ça sera QV, c'est-à-dire delta U, dans ce cas-là. Donc, en fait, à ce stade, on ne sait pas répondre. Alors, si ce n'est que dans de très nombreux cas, on sera en condition monobar. Hein. Pour les réactions chimiques, très très souvent, on fonctionne en condition monobar. Et donc, très souvent, on calculera des variations d'enthalpie. C'est ça qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours, c'est de déterminer des variations d'enthalpie. Alors, juste pour préciser, si vous regardez ici la réaction telle qu'elle est écrite là, à votre avis, est-ce que le volume va changer au cours de cette réaction? On part d'une mole de CH4, si on est en condition stoichiométrique, hein, on parle d'une mole de CH4 plus 2 moles d'oxygène, on obtient 1 mole de CO2 plus 2 moles de H2O à l'état vapeur. Globalement, vous voyez que le nombre de moles ne varie pas. Donc, globalement, votre volume ne va pas varier non plus. Donc, en fait, ici, on est dans un cas très particulier pour lequel, même si on est en condition monobar, eh bien, on serait aussi en condition isochore parce qu'on a globalement un nombre de moles de gaz qui ne varie pas au cours de la transformation. Donc là, c'est un cas particulier. Mais sinon, vous devez savoir, en fait, il vous faut connaître les conditions de réaction pour savoir si vous allez calculer une variation d'enthalpie ou une variation d'énergie interne.
Alors, je vais m'arrêter là, sur cette introduction. Pour ne pas perdre de temps, l'année dernière, j'avais complètement enregistré cette introduction, parce qu'on était dans des conditions un peu particulières. Donc, j'ai encore 3 minutes, en fait. Il manquait 3 minutes pour terminer avant de pouvoir attaquer la prochaine fois. Donc, je vais vous le mettre à disposition, ce diaporama commenté. Et donc, vous pourrez aussi le réécouter. Je suis allée un petit peu plus vite que ce que je fais d'habitude, mais vous aurez la possibilité de le réécouter pour que je puisse attaquer ensuite par là où je souhaitais la semaine prochaine. J'ai quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez, sur cette partie ou sur le chapitre 4, comme vous voulez. Madame, Oui, j'avais une question par rapport à un calcul du chapitre 4. oui, Au fait, on avait vu, j'ai oublié l'équation, mais c'était ds est égal à ncv bar dt sur t plus ncp. En fait, c'était un truc ncv bar dt sur t plus ncp bar dp sur p. Je sais pas si c'était comme ça ou pas. alors non, ça ne devait pas être comme ça. Alors attendez, je vais revenir. Je vais revenir sur, je pense que c'était pas ça, attendez. Oui, c'était pas ça. Je reviens sur l'autre chapitre. Je vous demande une minute. Voilà. Alors, je pense que c'était là, non? Oui, c'était ça, exactement. Ouais. Au fait, et après, on avait intégré, de ce que je sache, et au fait, on avait deux variables ici, dt et dv. Est-ce qu'on peut intégrer, on peut par exemple mettre dt sur t, on peut intégrer et mettre ln de tb sur ta plus ln de vb sur va, parce que ça, j'ai pas compris bien ce calcul. J'ai pas très bien compris. Là, en fait, j'ai fait l'intégrale. J'ai ds qui est égal à ncv bar dt sur t plus nr dv sur v. Et vous voyez que vos variables sont complètement séparées ici. Donc, en fait, vous allez faire l'intégrale. Ici, vous allez intégrer sur t, donc log de tb sur ta. Et ici, vous allez intégrer sur v, log de vb sur va. Ok. Parce que j'avais jamais vu ce genre de calcul avec 2dt et dv en fait, à partir du moment où vos variables sont complètement séparées, ici, vous intégrez... En fait, qu'est-ce que vous faites comme intégrale? Vous faites l'intégrale de l'état A à l'état B. Donc, après, vous intégrez sur les variables, et si vos variables sont indépendantes, ce qui est le cas ici, eh bien, vous intégrez sur la variable de l'état A et la même variable de l'état B, qui correspond bien à votre équation. Ok. C'est bon, merci. Y a-t-il d'autres questions? Madame, moi, c'était plus par rapport à la machine frigorifique. En fait, je ne comprenais pas comment on a calculé le coefficient de performance. Non, pas sur celui-là, sur le diapo du chapitre, enfin sur l'autre diapo, chapitre 3. Alors, la machine frigorifique, elle est là. En fait, je ne comprenais pas parce que... Alors, attendez, il faut que je rouvre mon chapitre 3. Allez-y. Dites-moi, pendant que j'ouvre. Je l'ai à peu près en tête. En fait, on nous dit du coup que c'est la chaleur pendant la détente du liquide. Ça, j'ai bien compris. Du coup, c'est en fait la chaleur qu'on enlève pour refroidir. Mais après, j'ai pas compris parce qu'on rajoute une chaleur, la chaleur de vaporisation pour passer de liquide à gaz et je comprends pas à quoi elle sert. Alors, hop, attendez, je vais là-dessus. Excusez-moi. J'arrête celui-là. J'arrive. C'était sur celui-là? Oui, c'est ça. Alors, donc le code, c'est ce qui vous intéresse sur ce que ça vous coûte. Après, il fallait regarder ici où se trouvait la frontière, en fait, entre votre milieu extérieur et l'intérieur du congélateur. Donc, le détendeur, ici, il est à l'extérieur du congélateur. Pardon, excusez-moi. Dans ce cas précis, le détendeur, il est à l'intérieur du congélateur. C'est un cas particulier. Et donc, la réaction qui, en général, vous permet d'extraire de la chaleur à la source froide, c'est l'évaporation. Dans tous les systèmes, dans toutes les machines frigorifiques, ici, enfin les réfrigérateurs ou les congélateurs, ce qui vous permet d'extraire de la chaleur, c'est l'évaporation. D'accord? Dans l'exercice sur la patinoire, ce qui vous permet de refroidir, c'est une phase d'évaporation aussi. OK? OK. Pourquoi? Parce que pour faire l'évaporation, vous avez besoin de chaleur. Donc, vous allez prendre de la chaleur. Pardon, excusez-moi. L'évaporation,
oui, vous nécessite de la chaleur et donc du coup, vous prélevez la chaleur à l'intérieur du congélateur pour faire cette évaporation. En fait. Vous utilisez la chaleur de l'évaporation, vous la pompez à l'intérieur du congélateur. Donc, Ok. vous aurez toujours QDE ici, toujours. Par contre, et c'était le cas de la patinoire, dans le cas de la patinoire, votre détendeur, en fait, il n'était pas dans la source, il n'était pas au niveau de votre source froide. Donc, vous n'aviez pas la chaleur du détendeur dans la patinoire. Alors que là, on l'a inclus parce que votre détendeur est à l'intérieur du congélateur. Ok. Mais par contre, vous avez toujours l'évaporation, c'est toujours ça qui vous sert à pomper de la chaleur dans la source froide, toujours. Ok. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Celle que je viens de mettre là, celle-là? Oui. Ouais. Vous avez raison. Alors, c'est une très bonne question. Dans cet exercice-là, dans la réalité, en fait, alors, on a fait tous les calculs, hein, on est d'accord? Dans cet exercice, on fait tous les calculs. Et on s'aperçoit à la fin, alors attendez, non, je suis allée trop loin. On s'aperçoit à la fin, voilà, on s'aperçoit à la fin qu'en fait, il se compense. Globalement, c'est la compression, en fait. Globalement, notre travail total, c'est le travail de compression. On est d'accord? Oui. Alors, en fait, ces calculs-là, normalement, dans le COP, on ne devrait pas les prendre en compte. Parce que, effectivement, c'est pas du travail effectif, en fait. C'est pas du travail récupérable, en fait. C'est du travail ici qui est échangé, mais qui n'est pas récupérable. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait en faisant le travail total, hein? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Eh bien, parce que, je reviens donc sur le transparent que j'ai mis aujourd'hui, ici. J'arrête mon partage et j'en refais un autre. Je ne peux pas tout partager en même temps. Si je regarde ici ce transparent, quand j'applique mon premier principe à ma machine thermique représentée de façon totalement simplifiée ici, pardon, je suis sur le récepteur, je suis ici. Vous voyez que je mets bien W total ici. Oui, oui. Donc, pour calculer le COP idéal, on aura toujours le travail total ici. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, c'est pour ça que dans cet exercice, on a mis le travail total. Mais en fait, dans la réalité, dans un fonctionnement réel, on ne regarde que le travail qui nous coûte réellement et c'est que le travail de compression. Et par contre, quand on veut calculer le COP idéal, on est obligé d'écrire le travail total, sinon on n'écrit pas le premier principe. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions?